Alors, au-delà effectivement du cœur de métier de Sologest, l'expertise comptable, au fil du temps, nos prestations se sont étoffées et autour du conseil gestion, de la gestion sociale, du commissariat aux comptes, et plus récemment également sur de l'accompagnement à la digitalisation. Vous avez peut-être certains d'entre vous suivi le webinaire sur la cybersécurité. Et donc vraiment de façon très récente aussi, un accompagnement des clients qui le souhaitent sur les ressources humaines. Alors ça peut être l'accompagnement au recrutement, l'accompagnement à déployer les entretiens professionnels ou de former vos managers à la conduite des entretiens professionnels, vous accompagner aussi sur la sécurité au travail et le pilotage de votre formation. Donc, voilà. Ok, super. Merci beaucoup Muriel. Rebonjour À à toi, Lisa. tous. On est très heureux de vous présenter ces webinaires donc, sur tout le mois de mai. Et donc, je suis heureuse de débuter avec mon webinaire. Aujourd'hui, on va parler notamment du recrutement et de la pérennisation de vos équipes, même en période de crise. Donc, pour entrer dans ce sujet et le vif du sujet, donc on va ensemble dérouler le plan. Alors, tout d'abord, on va revenir un petit peu sur l'actualité du marché de l'emploi. Ensuite, on verra donc les difficultés du recrutement 2.0. En ce sens, je parle notamment de l'arrivée de la génération des millennials qui arrive avec leurs nouvelles attentes, leurs nouveaux besoins. Donc, on va un petit peu analyser ça ensemble. Le langage du recrutement, où là, on verra un petit peu tout ce qui est législatif, éthique ou encore le langage technique recrutement. Un bon recrutement en 10 étapes selon Sologest. Donc là, on va dérouler les étapes, on va vous donner des conseils, des astuces pour mener à bien vos recrutements à venir. L'oublié du recrutement, l'intégration, qui est vraiment une partie primordiale aujourd'hui. Donc, on fera un petit focus dessus avec en bonus votre trame kit intégration Sologest à télécharger. Partie 6, les pratiques qui freinent vos recrutements en 2021. Les coûts cachés, pourquoi externaliser et comment bien externaliser pour mieux recruter. Et enfin, on finira avec quelques pratiques tendance 2021 pour les recrutements, intégration et autres. Donc voilà, l'actualité du marché de l'emploi. Donc aujourd'hui, en période de crise, quels sont les chiffres clés? Qu'est-ce qu'on doit retenir? Donc ici, vous pourrez voir, donc selon Statista, la courbe du chômage. Donc on voit que la crise va annuler les 5 ans de baisse qui ont lieu maintenant depuis donc, le deuxième trimestre 2015, donc où on était à 10,2. Donc il y avait une forte baisse, on était passé même en dessous de la barre des 7%, pour au final, avec donc la crise sanitaire d'aujourd'hui, bondir jusqu'à 9,7% au trimestre 4 2020. Donc selon l'INSEE qui vient ajouter à ce chiffre, on serait passé fin 2020 à 10,3%. Au niveau des projections, cette année, on irait à un taux record de 11%. Donc, c'est un taux assez alarmant. Donc, dans ce pourcentage, qu'est-ce qu'il y a concrètement? Donc, sur les 10,3% aujourd'hui, on va avoir donc la part de chômeurs réels, donc les personnes inactives en recherche, mais également les personnes en instance de s'inscrire sur Pôle emploi. Donc, ça, c'est l'effet de halo. Donc, qui ça concerne exactement? Donc, aujourd'hui, ça va être les jeunes de moins de 25 ans qui sont le plus exposés. Donc, évidemment, avec la crise sanitaire, ça va les empêcher d'avoir leur premier job, on va dire, étant donné qu'ils ont moins d'expérience que les autres. Donc, plus de 20% des chômeurs seraient des moins de 25 ans, selon le Bureau international du travail et des données de l'INSEE. Donc, troisième chiffre par rapport à cette conjoncture, donc la destruction nette des emplois. Donc, ce chiffre représente les destructions moins, on va dire, les créations d'emplois. Donc, on arrive à moins 283 900 destructions d'emplois. Donc, c'est un chiffre qui fait peur, mais finalement, quand on regarde par rapport aux années précédentes, c'est un niveau comparable à 2018 selon l'INSEE. Enfin, on s'aperçoit que 185 000 emplois sont vacants au trimestre 4 2020.
au niveau des différentes activités, donc plus 2,18% dans le tertiaire, plus 1,54% en construction, et également un petit peu chez les marchands selon la DER. Donc finalement, on se rend compte que ces chiffres, donc évidemment, sont plus ou moins négatifs, mais tendent vers du positif. Et donc, on va voir pourquoi. Alors ici, on a la courbe de demande d'inscription à Pôle emploi, donc toujours la source Pôle emploi. Ici, vous allez retrouver en fait sur tout le long de l'année les courbes qui sont liées à 2018 en bleu, 2019 en orange, en bleu clair ou vert selon si on est daltonien ou pas 2020, et également la courbe donc violette qui représente 2021. Et en fait, on se rend compte que finalement, les demandes d'emploi ne divergent pas. Les courbes sont vraiment juxtaposées. On se dit que ça pourrait finalement ne pas atteindre le marché du travail, le marché de l'emploi qui serait dans une certaine bulle. Comme par exemple avec cette courbe qui vient étayer un peu mes propos, donc de défaillance des entreprises. Donc ça, c'est la courbe officielle de la Banque de France qui a été publiée en février 2021. Donc, si vous voulez, là, donc, toute cette fluctuation représente les entreprises qui sont défaillantes, donc c'est-à-dire en liquidation judiciaire. Donc, on voit que depuis 2018, il y a tout de même une baisse et que 2020 est très, très important. Donc là, en avril, on est à 1465 entreprises défaillantes. Or, nous sommes en temps de crise. Donc évidemment, les aides de l'État viennent en fait faire vivre artificiellement ces entreprises. Et donc, on peut se dire que comme elles sont vivantes, entre guillemets, l'emploi n'est pas si touché que ça. Pour faire une petite comparaison par rapport à la crise des subprimes en 2008, donc là, le chiffre de 2019, c'était 5544 entreprises défaillantes. Donc bon, pour le moment, elles sont maintenues. On va voir pour la suite, mais en tout cas, c'est plutôt positif pour le marché de l'emploi. Ici, on va retrouver donc toujours selon les données de l'INSEE en milliers, donc les personnes en fait, si vous voulez, qui ont quitté leur emploi et surtout les motifs. Donc, on voit par exemple les fins de mission intérim. Donc, il y a eu un pic au début de la crise sanitaire, donc ce qui est tout à fait logique, étant donné qu'il y a eu la peur des débuts, quand on ne savait pas ce qui allait en suivre. Donc, il y avait un pic de fin de mission, mais qui finalement est descendu très rapidement et reste sous les normes par rapport à la courbe depuis 2010. Également, les ruptures conventionnelles toujours en hausse, donc tout à le pic qui rejoint la peur des baisses par rapport au début 2020, et les démissions qui stagnent mais qui sont toujours positives par rapport à 2010. C'est-à-dire que ces personnes-là, étant donné qu'on ne prend pas les licenciements en compte, sont des personnes qui normalement ont quitté leur emploi pour un autre. Donc, ça prouve quand même que le marché de l'emploi est toujours actif et même se développe. Toujours des chiffres pour étayer cela, avec la hausse du nombre de chômeurs qui demandent des formations. Donc ça serait plus lié à des reconversions, avec de la quête de sens peut-être, qui a fait réfléchir des personnes sur cette crise pour se réorienter. La hausse des PEC, donc les parcours emploi compétences, donc des contrats aidés, et la stabilisation des demandes d'aide, par exemple aide à emploi franc par Pôle emploi, donc qui est en tout cas positif. Donc, et vous, petit sondage, êtes-vous plutôt confiant en l'avenir de votre activité ou non? Donc là, je vais laisser la main à Christelle pour cela. Alors oui, là je suis en train de lancer le sondage. Donc là, vous voyez à l'écran apparaître la question avec 2 réponses. Donc je vous laisse répondre à la question par oui ou par non. Il manque une personne, je crois, qui n'a pas voté, pardon. On va laisser encore un petit instant. Hop, je ferme. Et du coup, pour les réponses, on a une majorité de oui. Donc, êtes-vous confiant dans l'avenir de votre activité? La réponse majoritaire est oui. Voilà, je masque. Et c'est encore à toi, Lisa. Super, merci Christelle.
Donc, comme vous, 54% en décembre 2020 des entreprises sont confiantes dans l'évolution de leur niveau d'activité. 59% en septembre 2020, donc il y a eu une petite baisse, mais c'est tout de même plus de la moitié. Donc, la source, l'APEC en 2021. Enfin, donc ce qui nous intéresse aujourd'hui réellement, on voit que le nombre d'offres postées en ligne est continuellement en augmentation. Donc là, c'est par rapport à un calcul de l'ADER sur plus de 10 sites d'offres d'emploi. Donc, à vous de jouer encore une fois pour un sondage. Donc, envisagez-vous d'embaucher d'ici 2021 à 2022. Je relance un nouveau questionnaire sur le même principe. Il va falloir que vous cliquiez sur oui ou sur non, du coup, à envisagez-vous d'embaucher d'ici 2020-2022. Alors, je vais laisser encore quelques instants pour vous laisser le temps de répondre. Il suffit juste de cliquer sur oui ou sur non avec votre souris ou votre doigt si vous êtes sur une tablette. Super. Je ferme et je partage le résultat. Et là, on a eu 100% de oui, encore une fois, sur envisagez-vous d'embaucher d'ici 2021-2022. Je masque et je te relaisse la parole, Lisa. Super, merci. Donc là, encore une fois, donc vous faites partie de la majorité des entreprises. Donc il y a une hausse en tout cas d'intention de plus de 7% selon Manpower sur 2021 de recruter, et 31% des employeurs prévoient de revenir à des niveaux d'embauche pré-Covid-19 d'ici fin 2021 ou dans les 6 prochains mois, toujours selon Manpower Group. Donc finalement, quand on fait le constat de ces chiffres, on se rend compte que malgré cette pandémie, malgré cette crise, l'activité est en tout cas positive dans notre vision, et le marché de l'emploi l'est également. Donc, on va passer à notre partie 2, donc les difficultés du recrutement 2.0. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la génération milléniale. Donc, on va voir ensemble les mots-clés qui vont la définir pour comprendre un petit peu ce qui peut changer, et surtout par la suite, pourquoi modifier nos comportements par rapport à cette génération. Alors, tout d'abord, c'est une génération qui se situe entre 25 et 35 ans, donc moins de 35 ans et active, évidemment, sur le marché du travail aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse. C'est une génération qui est volatile. Donc ça, on le voit de toute façon par rapport au turnover qui est assez présent sur maintenant l'ensemble des activités qui ont une certaine taille. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faudra intégrer, qui est compliqué d'intégrer étant donné qu'on va essayer de stocker un maximum nos savoirs en entreprise, et le fait que des personnes soient constamment en mouvement va venir un petit peu endiguer notre stockage et va compliquer un petit peu les choses, d'où également le fait d'essayer de sécuriser et de maximiser son processus de recrutement. Alors, c'est une génération ultra connectée, donc ça, de par aujourd'hui, encore une fois, notre intervention digitale, donc la digitalisation qui vient s'accroître de plus en plus. Ils sont en quête de sens. Donc ça, on l'a vu un petit peu auparavant quand je vous parlais de reconversion. Les gens, voilà, aujourd'hui vont réfléchir au sens que leur travail leur procure, qu'ils donnent aussi. Ils espèrent avoir des résultats concrets au travail qu'ils peuvent effectuer. Participatif, étant donné qu'aujourd'hui, ils vont rechercher une réelle expérience immersive au sein de l'entreprise. C'est la génération de l'instantané, donc ça qui est relié avec l'ultra-connectivité. Donc, ils vont être surinformés et ils vont surinformer les autres. Donc, on va avoir beaucoup de canaux différents de communication. C'est des choses à intégrer et à comprendre. Enfin, par rapport au pérennial, par exemple, donc la génération au-dessus, si je puis dire, on va rechercher un équilibre de vie par rapport au temps passé au travail et au temps privé personnel. Donc, une réelle recherche d'expérience collaborateur, donc qui débute du recrutement à l'intégration et jusqu'au départ de la personne ou sa pérennisation dans l'entreprise.
Alors, pourquoi en fait adopter une nouvelle stratégie, étant donné que ça pouvait fonctionner jusqu'à maintenant, voilà, on n'a pas réellement de problème. Eh bien, déjà, il faut savoir que aujourd'hui, sur le marché du travail, 50%, même plus à présent, sont des millennials. Donc, si on ne prend pas en compte leurs attentes, leurs besoins, ça va forcément poser des problèmes un jour ou l'autre par la suite. En tout cas, pour les recrutements et pour fidéliser et retenir toujours ses talents et ses compétences au sein de notre activité. Ici, vous pouvez voir donc par rapport aux chiffres de l'INSEE, un taux d'activité des actifs par tranche d'âge sur le marché du travail en France. Donc là, on y retrouve la part la plus importante qui sont les millennials, donc là de 25 à 49 ans. Et ensuite de 50 à 64 pour les perennials. Donc là, on voit évidemment que les tranches sont bien plus importantes sur les millennials et que les perennials, finalement, vont commencer tout doucement à décliner. On voit la projection sur 2020, 2040 et également 2070. Donc ça, c'est les 3 derniers traits donc, que vous voyez en rouge, en gris et en noir. On voit la proportion qui augmente chaque année. Et donc, par la suite, les millennials représenteront la majorité du marché. D'où l'importance d'intégrer leurs besoins et de le développer. Également, on va voir qu'il y a certains profils qui vont être recherchés par les entreprises, mais que voilà, l'offre ne permet pas de satisfaire à la demande. La situation de pénurie de talents qui va engendrer des tensions et donc une concurrence accrue entre les entreprises. Et donc, l'arrivée de la génération YZ, X, Y, Z, millennials, voilà, va demander certaines exigences et aspirations nouvelles qu'il faut intégrer. Donc, ce schéma de l'APEC pour recruter et bien recruter. Donc maintenant, on arrive au recrutement en 10 étapes. Donc voici nos 10 étapes. Donc tout d'abord avec la stratégie, la définition de son besoin de recrutement, la rédaction de l'annonce de recrutement, la diffusion de celle-ci sur quels canaux, donc ça nous verrons un peu plus tard, l'analyse et la recherche, notamment au niveau des candidats du profil, les entretiens de recrutement, la sélection, le feedback, donc le retour tout simplement des candidats, la préparation de l'arrivée de la personne et l'intégration. J'appuie encore une fois sur ce terme qui est vraiment très important aujourd'hui. Donc, un dernier petit sondage. À votre avis, quelle est l'étape clé du recrutement? Alors, je lance le sondage. Et comme tout à l'heure, cette fois-ci, vous n'avez pas oui ou non, vous avez plus de choix pour répondre. Mais pareil, vous allez juste cliquer sur la réponse qui vous semble la plus appropriée à la question posée. Donc, je vais vous laisser quelques instants pour répondre à la question et après, on verra le résultat. Hop, je vais fermer, partager. Et du coup, pour vous, l'étape clé du recrutement, c'est l'intégration. Donc, je masque et... Excuse-moi, vas-y, j'ai coupé mon micro avant de finir ma phrase, pardon. Je t'en prie, Lisa, tu peux continuer. D'accord, merci beaucoup, Christelle. Voilà, on t'embêtera plus. Merci pour vos réponses. Donc non, ce n'est pas l'intégration. Ça aurait pu, mais tout simplement, comme en fait l'ensemble de votre processus va découler en amont, c'est vraiment la stratégie qui va être aujourd'hui l'étape clé du recrutement, étant donné que tout va partir de là, tout va découler du temps que vous allez amener à ce process de recrutement. Donc, on arrive à la partie 3, donc juste avant d'entrer vraiment dans le vif sur nos étapes, le langage du recrutement. Donc déjà, le recruteur va avoir différents codes. Donc, je vous ai mis un petit peu les gros sujets, on va dire, les mots-clés qui sont un petit peu inconnus quand on ne vient pas du milieu. Voilà, et j'ai essayé de vous les expliquer très simplement. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Christelle est là pour les récolter, nous les transmettre. On pourra y répondre si on n'a pas le temps durant ce webinaire à la fin. Et on pourra même par la suite vous appeler au besoin. Il n'y a pas de problème.
Alors, donc tout d'abord, l'IA. Donc l'IA, tout simplement, l'intelligence artificielle. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, sur tous les job boards, les plateformes de recrutement. Lorsque vous recherchez, par exemple, quelque chose avec un mot-clé, l'intelligence artificielle va faire qu'on va retrouver certains profils ou non par rapport à votre recherche. L'inbound recruiting, donc tout simplement le fait de poster des annonces sur son site, le site de la société. On reviendra dessus, en tout cas, je le conseille très fortement. Le sourcing, donc tout simplement la recherche de candidats, donc sur les réseaux sociaux professionnels, sur les plateformes et job boards. L'onboarding, donc l'intégration. SEO, donc Search Online Organization, donc tout simplement le référencement. Le référencement, c'est la chose qui va vous permettre de classer, en fait, de faire ressortir votre site ou vos annonces par rapport à des moteurs de recherche. Le CMR, donc Customer Relationship Management, donc là, ça va être la stratégie, la gestion clientèle et prospect, donc une réelle expérience, tout comme l'expérience d'ailleurs candidat. Aujourd'hui, les core HR, donc ça va être tout ce qui comprend la gestion des informations personnelles, par exemple, qui est liée à la RGPD, donc on va en parler un petit peu plus tard. Les job boards, donc c'est tout simplement les plateformes de recrutement sur Internet. Le ghosting candidat, qu'il ne faut absolument pas faire, donc qui est le fait d'ignorer, de ne pas répondre aux candidats lorsqu'ils vont postuler, quand ils vont candidater ou tout simplement nous contacter. L'approche directe. Donc, en recrutement, on a l'approche indirecte et l'approche directe. Donc, l'approche indirecte, ça va être le fait d'être passif via le recrutement. Donc, ce n'est pas un terme péjoratif, c'est simplement le fait de récolter les candidatures. Alors que l'approche directe, utilisée beaucoup en cabinet de chasseurs de tête, c'est aller chercher le candidat, donc qu'il soit actif ou inactif. Voilà, on va chercher le bon candidat, donc on utilise cette méthode notamment sur des profils rares. Enfin, le feedback, donc tout simplement le retour, un retour sur expérience. Voilà pour le décodage. Donc, on entre maintenant dans la partie 4 avec donc le bon recrutement en 10 étapes par SoloGest. Alors, la stratégie de votre recrutement, qu'est-ce que c'est? Donc, tout d'abord, il va falloir réfléchir évidemment sur cette technique. Il va falloir faire la fiche de poste. Donc, la fiche de poste, très simplement, va détailler tout ce qui peut être lié au poste et non au profil. Il faut vraiment distancier les deux. Le poste, c'est les tâches, sa mission. Ça va être les liens hiérarchiques, les relations. Ça va être le positionnement qu'a ce poste par rapport à d'autres. Ça va être les conditions de travail et tout ce qui vient en fait englober le poste de la personne. Par exemple, pour ma part, je suis recruteur. Donc, ça va être le métier de recruter. Je vais chercher sur ces job boards, je vais en référer au manager, mais le profil de recruteur, c'est autre chose, c'est ce qu'on va rechercher chez le candidat. Donc, dans cette fiche de poste, vous allez retrouver toutes ces informations et tout ce que vous pouvez y mettre en fait pour vraiment préciser. Donc, c'est de là que tout va se construire et partir. Donc, il ne faut pas hésiter à être vraiment listé et bien conséquent. Le timing. Donc là, il va falloir en fait tout simplement réfléchir à quand est-ce que ce poste serait à pourvoir. Tout simplement, si vous avez une personne qui vous quitte, qui a un préavis de 3 mois, on va se laisser 1 mois pour former la nouvelle si on veut qu'il y ait une réelle passation de pouvoir, entre guillemets. Donc voilà, on va se donner par exemple 2 mois ou alors 2 semaines. Voilà, on peut timer donc chaque étape ou voilà, en gros, mais vraiment essayer de timer en tout cas ce process. Impliquer vos collaborateurs à la démarche. Alors, on pourrait se dire pourquoi donc? Tout simplement parce qu'ils vont collaborer par la suite ensemble et toujours dans une démarche d'intégrer les millennials qui, eux, vont rechercher une réelle immersion dans votre société. Donc, impliquer les collaborateurs, ça peut être très simple et très peu immersif, mais ça leur permet tout de même d'avoir une certaine reconnaissance et d'être reconnu par l'employeur. Donc, ça peut être tout simplement, oui, s'il te plaît, Christelle, peux-tu me donner ton avis sur ce candidat que j'ai vu hier, regarde les tests, ou alors la convier en entretien, ou tout simplement voir avec la ou le collègue
pour réaliser la fiche de poste. Enfin, l'importance de la marque employeur. Donc, la marque employeur, très simplement, ça va être tout ce qui concerne l'image interne de votre entreprise, mais également externe. Donc, ça, c'est très important. Au niveau des chiffres, selon donc l'APEC, 48% des millennials n'ont pas postulé à une annonce en ayant fait des recherches sur Internet de l'entreprise. Aujourd'hui, c'est quelque chose de vraiment primordial. Il faut vraiment mettre un point d'honneur là-dessus et le refaire sortir dans votre processus de recrutement avec votre engagement, vos valeurs. Voilà, il ne faut pas hésiter à personnaliser un maximum. Alors, il y a quand même quelque chose, une base, on va dire, sur laquelle il faut partir. Donc, ça va être tout ce qui est aspect législatif, éthique et RGPD. Donc, au niveau législatif, donc au niveau du recrutement, il doit être non discriminatoire. Donc, ici, je vous ai mis l'ensemble de l'article qui le concerne, donc L 1132-1. À savoir également que pour les entreprises de plus de 300 salariés, chaque personne qui s'occupe du recrutement doit suivre une formation sur le recrutement non discriminatoire et le renouveler tous les 5 ans. Également dans les cabinets spécialisés recrutement. Voilà, donc ça va être tout ce qui est ne pas évidemment tenir compte ou demander donc l'origine, les préférences sexuelles, la religion, si la personne voilà, compte avoir des enfants. Donc ça nous amène aux questions qui sont interdites en entretien. Donc, comme je le disais, demander si la personne compte avoir des enfants, ça, il faut oublier. Le poids, la taille, l'origine, voilà, il faut vraiment ne pas en parler, les questions interdites. Après, il peut y avoir des exceptions. Imaginons si vous êtes un cabinet de mannequinat et qu'il vous faut une personne qui mesure 1m70, évidemment, là, vous pourrez aller dans le détail et lui poser des questions. Il faut que ce soit toujours en rapport avec votre activité. Mais voilà, en tout cas, sachez que cet article existe. Vous le retrouvez ici. C'est très facile de le retrouver sur les moteurs de recherche et il faut absolument l'intégrer dans son processus de prime abord. Une deuxième chose à prendre en compte, ça va être donc la RGPD. Donc tout ce qui va être animé autour des données que l'on récolte et que l'on obtient des personnes. Donc ça ne s'arrête pas au recrutement, évidemment. La RGPD, c'est sur l'ensemble de toutes vos démarches internes et jusqu'à la sortie du salarié. Aujourd'hui, on va s'intégrer évidemment au recrutement, à l'intégration. En tout cas, 55% des recruteurs ont mis en place une pratique spécifique et ont modifié leur process de recrutement par rapport au RGPD. Par exemple, donc c'est la CNIL, CNIL qui va gérer tout ça et puis vous pourrez retrouver plein d'informations sur leur site. Pour eux, donc, garder un dossier recrutement sans l'accord de la personne, ça peut aller jusque 2 ans. Pour sécuriser vos process, il est très simple tout simplement de faire certains documents, d'avertir par mail que l'on veut garder le dossier, par exemple pour l'image, également le droit à l'image, faire signer des papiers, voilà. Mais il faut en tout cas l'intégrer dans son process. Maintenant, l'étape 2, donc la définition de son besoin. Donc, pour savoir ce que l'on a besoin, on va se baser sur les 4 savoirs. Donc, les 4 savoirs, qu'est-ce que c'est? Donc, tout d'abord, le savoir. Donc, ça va être le bagage de la personne. Donc, les connaissances de base qu'il a pu acquérir de par l'école, par exemple, de par formation extrascolaire, ou voilà, tout le savoir qu'il peut avoir de base. À ça, on va ajouter autour le savoir-faire. Donc, ça va être tout ce qu'il a appris à faire, l'expérience, la pratique. Le savoir-être, donc ça va être les aptitudes comportementales, les qualités personnelles et également le savoir évoluer qu'on laisse souvent de côté, mais qui peut être très important. Par exemple, est-ce que cette personne est dotée d'un certain leadership qui pourrait faire qu'à l'avenir, elle devienne manager ou non? La rédaction de l'annonce vient par la suite, une fois qu'on a bien entouré le profil et ce qu'on aimerait faire. Donc, elle doit être précise, claire et concentrée. C'est-à-dire qu'on doit mettre toutes les informations possibles dedans, mais on ne doit pas rédiger une liste de courses.
ça va être, voilà, faut pas dépasser non plus, je ne sais pas exactement, mais je dirais 300 caractères. Hein. Il va falloir essayer de donner le plus d'informations possible, mais les informations claires et très précisément. Les informations que l'on doit retrouver. Donc, il y a des choses qui sont obligatoires, encore une fois. Qu'est-ce qui est obligatoire? C'est qui recrute, donc le nom de l'entreprise, dans quel pays on recrute. Et ça, en fait, il faut l'écrire dans la langue, justement, du pays. Exemple, si c'est, par exemple, le Luxembourg, on écrira en anglais, soit en luxembourgeois, mais on ne l'écrit pas en français et inversement. Évidemment, il y a d'autres choses qu'on retrouve et heureusement avec donc tout ce qui fait partie du descriptif de l'annonce, donc la mission, la localisation, le profil idéal, les liens hiérarchiques. Ce qu'on ne met pas souvent, mais qui est vraiment important, je pense, et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas. Il faut arrêter de dire et penser que la rémunération est à vous, il faut en parler. Donc, si vraiment ça peut vous gêner, n'hésitez pas à mettre une fourchette. Mais moi, je pense qu'on peut louper beaucoup de profils si on nommait cette information. Par exemple, une personne qui serait en poste ne va pas se dire bon ben super, cette annonce me tente vraiment, j'ai envie de quitter mon entreprise. Par contre, je ne sais pas combien ils vont payer, alors je ne vais pas me lancer dans l'inconnu. Voilà. Et enfin, encore une fois, la marque employeur qui vient jouer un rôle vraiment important. Donc, n'hésitez pas à y mettre vos valeurs, vos engagements RSE, les périphériques du salaire. Donc, par exemple, si vous êtes plus de 50 et qu'il y a un CSE avec des tickets restaurants, des réductions, voilà, tout ce qui peut un petit peu attrayer, on va dire, et attirer les millennials. Donc, une petite astuce, encore une fois, donc pensez au SEO pour référencement naturel, ce qu'on a pu voir un petit peu quelques slides auparavant. Donc, chaque mot utilisé a un sens et ces mots vont permettre de faire ressortir votre annonce sur les moteurs de recherche. Donc, pensez toujours référencement naturel. Voilà. Donc, le but de l'offre d'emploi, de l'annonce, c'est de la vendre, mais ne pas la survendre parce que évidemment c'est très rapidement vérifiable et ça peut vraiment freiner votre recrutement si vous survendez le poste. La diffusion. Donc, il va falloir choisir les canaux de diffusion que vous voulez sélectionner. Donc, il en existe vraiment divers et variés. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu d'une étude de Pôle emploi. Donc, là, voilà, vous avez listé, hein, 87% utilisent les job boards, donc les plateformes de recrutement. Vous pouvez apercevoir différents logos là, hein, en bas à droite de la page. Donc, Indeed, Monster, l'APEC, Wisby. 53% les réseaux sociaux professionnels, 51% la cooptation. Donc la cooptation, tout simplement, c'est le fait de recommander quelqu'un. Par exemple, si Muriel, ma collègue aujourd'hui, nous amenait un comptable pour notre cabinet, elle aurait une prime de cooptation, étant donné que c'est elle qui nous l'a proposé. Je reviens sur les réseaux sociaux professionnels que j'ai oublié de vous préciser. Donc là, ça va être les plus connus, LinkedIn ou encore Viadeo. Donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, c'est l'équivalent d'un Facebook, mais professionnel. 41%, on va voir l'inbound recruiting. Donc je vous en parlais un petit peu plus tôt. Donc c'est le fait de publier soi-même sur son site ses annonces. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même laissé de côté. Vous voyez, 41%. Pourtant, c'est vraiment le premier canal auquel il faut penser, étant donné que dès qu'on a un site, il faut pouvoir l'utiliser. Surtout que les personnes qui vont regarder sur les job boards, par exemple, l'annonce vont aller faire des recherches. Si votre annonce ne paraît pas sur votre site, ça peut faire cibler un écart qui fait que cette disparité ne donnera pas envie de cliquer pour postuler. Enfin, 12% externalisent, donc pour sécuriser ce process et également tous les avantages qu'on verra un peu plus tard à l'externalisation. Donc ça peut être des agences intérim, des cabinets recrutement, des chasseurs de tête ou le cabinet SoloGest qui peut vous conseiller et puis intervenir sur tout ou partie de votre process de recrutement. Tout ce qui est donc presse, forum, salon, école, ça c'est des pourcentages qui sont très minimes. Donc les forums, salons, écoles, c'est quand même intéressant de les avoir
surtout évidemment si vous voulez des stagiaires, hein, ça coule de source, c'est gratuit généralement, et puis ça nous permet de faire de la publicité. Pour la presse, j'avoue que c'est vraiment un canal qui est mis de côté, qui peut peut-être être intéressant selon votre secteur, mais c'est vrai que actuellement, il vaut mieux se concentrer sur les autres canaux qui vont justement attirer cette nouvelle génération qui est ultra connectée et qui connaît généralement tous ces job boards. Hein. Alors, quelques exemples de job boards à utiliser hein, pour vous selon la personne que vous recherchez. Donc, par exemple, pour tout ce qui va être cadre, on va avoir l'APEC ou encore cadre emploi. Pour les jeunes, ça va être du WISB, donc qui a été fait par le Crédit Agricole, Student Job, Studirama ou encore Job Teaser, pardon. Pour les commerciaux ingénieurs, on a Stepstone. Et après, pour tout ce qui va être généraliste et qui reprend l'ensemble de ce que j'ai pu dire auparavant, on va avoir Pôle emploi, l'AGFIF. Donc ça, c'est par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc ça peut être des handicaps très légers, voilà, où un simple matériel va permettre de minimiser, on va dire, cette situation. Et au final, voilà, ça peut être très intéressant. On va avoir Indeed également, Monster, Google for Jobs qui est sorti il y a quelques temps, Météo Job ou encore Quel Job. Évidemment, il y a une liste longue comme mon bras, mais voilà, j'ai essayé de vous résumer les principaux, ceux qu'on utilise le plus et qui sont le plus connus. Donc parmi eux, évidemment, il faut retenir qu'il y en a des gratuits, mais surtout des payants. On a également des choses qui vont venir en fait nous aider pour publier et diffuser notre annonce sur plusieurs d'entre eux en la publiant une seule fois. Donc ça s'appelle le multiposting. Donc évidemment, vous aurez des plateformes de multiposting uniquement payantes, donc ce qui est également utile d'externaliser pour ne pas avoir à payer chaque plateforme ou le multiposting. L'analyse du persona et la recherche. Alors, tout d'abord, le persona, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement définir le profil adéquat, le profil que l'on recherche qui va à 100% coller avec ce poste. Et donc, ça va nous permettre également, avec les étapes antérieures que l'on a vues, d'améliorer son process, de corriger voilà, selon ce persona et donc améliorer de toute manière la méthode de recrutement et la sélection des candidats. Donc, pour l'analyse des candidatures, le tri, si vous préférez, c'est un terme un peu plus générique. Donc, on va analyser le curriculum vitae, évidemment, le CV, la lettre de motivation, mais il ne faut pas non plus, on va dire, mettre de côté les premiers contacts. On peut avoir un contact par mail, un contact par message, un contact téléphonique. Et ça, voilà, il faut noter ses impressions et vraiment prendre en compte l'ensemble. Et ne pas se focaliser sur le CV, la lettre de motivation ou uniquement le contact. Pour la recherche, donc au niveau du recrutement, on va avoir la méthode de sourcing ou alors le Recruitment Process Outsourcing. Donc, c'est deux méthodes de recrutement qui sont utilisées généralement dans les cabinets. Donc, le sourcing, comme je vous parlais auparavant, ça consiste tout simplement à rechercher le candidat donc sur différents job boards, par exemple. Avec la petite astuce que je vous conseille, c'est d'utiliser le matching. Donc, le matching, tout simplement, je vais prendre l'exemple de publication de cadres sur l'APEC. Donc, vous remplissez tout ce qu'il faut, vous écrivez votre annonce, vous publiez. Par la suite, vous aurez en fait un petit bouton noté matching qui va vous permettre en fait à l'intelligence artificielle de ce job board de vous sortir tous les profils qui pourraient correspondre et donc matcher au plus près de votre annonce. Donc ça, c'est disponible sur beaucoup de job boards, mais en tout cas, sur l'APEC, ça fonctionne très bien. L'outsourcing, donc lui, ça va être tout simplement d'externaliser son processus de recrutement en toute ou partie donc vers un cabinet qui va utiliser l'approche directe ou indirecte. Donc ça, on a vu un petit peu auparavant. Donc l'approche indirecte, c'est récupérer les candidatures et l'approche directe, ça va être un mode actif d'aller chercher le candidat pour le poste. Donc, toujours dans l'analyse du persona et la recherche, ici, vous avez la courbe
donc rétro-prospective de l'APEC en 2009-2019, sur les principaux moyens de sourcing qu'avaient les recruteurs. Donc, vous voyez les offres d'emploi qui ont augmenté, les examens des candidatures spontanées qui ont augmenté également, les réseaux de contacts de recruteurs qui restent stables et ont augmenté, et enfin les réseaux sociaux professionnels. Donc là, on voit vraiment un bond qui continue. C'est de toute façon aujourd'hui très important de passer par les réseaux sociaux et c'est compliqué de ne pas le faire. Le but toujours d'attirer le candidat. Petit conseil également ici, préparer son pitch écrit et oral. Donc le pitch, c'est tout simplement une présentation rapide. C'est beaucoup utilisé en politique, si vous voulez plus d'informations. Donc écrit et oral, donc ça permet surtout d'être préparé quand quelqu'un vous appelle, que vous êtes en train de faire autre chose. Et puis comme ça, après, on l'a en tête et on peut le ressortir très facilement. Ça permet de donner des informations essentielles et puis d'attirer un petit peu parce qu'on peut travailler autour. On arrive aux entretiens. Donc ça, c'est souvent la phase la plus connue, redoutée ou non par les recruteurs et également les représentants d'entreprise, les dirigeants. Donc, qu'ils soient faits en face à face, bien sûr en respectant les mesures sanitaires, ou en visio, ça se prépare. Donc, on a différents modes de recrutement. Ça peut être d'entretien, excusez-moi, de recrutement. Ça peut être en individuel, donc en face à face, un recruteur recruté. Le collectif, donc ramener en fait un ensemble de candidats qui va passer en fait un entretien commun, avec un jury, donc plusieurs recruteurs, ou encore une mise en situation. Par exemple, vous pouvez passer par un centre, assessment center, donc qui va en fait faire des mises en situation réelles. Par exemple, si vous êtes un magasin, que vous recherchez une caissière, ils peuvent très bien recréer dans certains assessment centers des caisses avec des clients et puis vous vous promenez et puis vous voyez qui se débrouille le mieux. Alors, 3 styles différents qui existent à l'entretien, donc le directif, le non-directif et le semi-directif. Donc, le directif, ça va être interrogatoire. Le recruteur va avoir un échange fermé, poser ses questions et attendre uniquement les réponses à ces questions. Il n'y aura pas de liberté. Le non-directif, ça va être l'inverse. Donc, il y a très peu d'intervention du recruteur. Il va laisser parler le candidat, il va laisser ouvert la discussion et va attendre de voir les informations que la personne lui donne. Enfin, le semi-directif, donc là, le mélange des deux. Donc, quelques interventions de la part du recruteur et un échange tout de même assez ouvert. Donc, les dangers. Le directif, ça va être du coup de louper des informations parce que nous, on va préparer par exemple nos questions et on va peut-être ne pas penser à une qui pourrait être très importante pour le recrutement. Au contraire, le non-directif, ça va être que le candidat va partir sur son histoire personnelle, va nous raconter sa jeunesse et au final, pour le poste, on n'aura aucune information. Tandis que le semi-directif va permettre de laisser un petit peu ouvert également pour que la personne se détende et on va pouvoir reprendre la main si on est face à un candidat qui est très stressé, qui ne parle pas beaucoup. Ça va permettre de détendre un petit peu. Et on restera derrière de toute façon avec nos questions. Alors, les attitudes du recruteur. Donc, tout simplement, il va falloir traiter le candidat comme un client. Aujourd'hui, avec les millennials, on sait qu'il faut vraiment créer une expérience de A à Z, que ce soit pour le candidat comme pour le client. Donc ça, c'est vraiment, il faut les traiter comme des clients. Il ne faut pas se sentir supérieur comme certains peuvent le faire. Être à l'écoute, toujours, ça c'est de toute façon le respect. Rester neutre et objectif, donc ça c'est peut-être la chose la plus compliquée étant donné qu'on a toujours tous un passif, on a nos humeurs et ça on va le voir par la suite. Il y a certains effets qui font que c'est vraiment compliqué parfois de rester neutre et objectif lors d'un entretien. Demander des exemples concrets parce que les candidats vont très très souvent nous donner, nous dire moi je suis quelqu'un de très sérieux. Voilà. Ça nous donne très peu d'informations. Il faut toujours aller gratter parce que avec le stress, on peut vite oublier certaines choses. Donc voilà, il faut aller grappiller les informations.
Enfin, gérer ses émotions, mais aussi celles du candidat. Parce que, comme je vous disais, il y en a qui vont partir dans leurs élus, ils vont nous raconter toute leur vie. Il faut réussir à être gentil, mais pas trop. Donc voilà, mettre un haut là, pouvoir cadrer quand même les choses. Et notamment la gestion des émotions du candidat. De toute façon, si on s'est préparé en amont, que notre entretien est semi-directif, ça va rassurer et la personne voilà, va rentrer dans le moule et généralement ça se passe assez bien. Malheureusement, si la personne n'arrive pas à se détendre, ça lui fera une expérience. Alors, à retenir, donc préparer l'entretien avec des questions fermées. Donc, par exemple, sur sa domiciliation, donc la localisation recherchée, les prétentions salariales, les ambitions pour l'avenir, hein, dans les 5 ans, généralement, c'est ce qu'on peut demander. Les missions réalisées avec succès, donc demander encore une fois des exemples concrets, avec également des questions ouvertes pour laisser la parole. Donc, où vous voyez dans 5 ans, quelles tâches aimeriez-vous particulièrement faire ou recherchez-vous, mais également, on peut avoir les tests. Donc, on va voir plus tard. Alors, les différents tests de recrutement. Donc, on en a 4. On va avoir les tests techniques. Donc, c'est tout ce qui va être cognitif, compétences, numérique, verbal. Par exemple, test technique chez nous, comptabilité. Donc, on va avoir les différents taux de TVA, le calcul d'une marge. Donc, ça va être des tests techniques basés sur le travail de fond. Les tests psychométriques. Donc là, ça va être, vous pourrez peut-être les avoir vus pour certains, ça va être des suites. Vous avez par exemple un domino de 2 points, un domino par la suite avec 5 points. On va vous demander quel est le domino d'après. Ça, c'est des tests psychométriques pour voir un petit peu quelle est la logique de la personne. Donc ça, c'est assez à la mode en ce moment. Ça peut être plus ou moins, oui, idéal selon le poste. Ça, c'est vraiment au recruteur à décider également et à la stratégie. Les tests de personnalité. Donc, les plus connus, ça va être le test PAPI, SOSI et MBTI. Donc là, voilà, vous avez vraiment des tests très étoffés. À savoir que les tests de personnalité, contrairement à ce que l'on pense, sont vraiment très longs et peuvent être même proposés plusieurs fois dans la même journée ou sur même une semaine, étant donné que c'est très compliqué hein, de classifier les personnalités en quelques minutes, hein, tout simplement. Et c'est vrai que ça permet quand même d'appuyer le travail de l'entretien parce que voilà, il y a des personnes qui peuvent être plus ou moins douées pour paraître alors que d'autres non. Et puis, comme on est des hommes et pas des machines, c'est compliqué d'être sûr à 100% de son choix. Enfin, les tests projectifs. Donc là, ça va être par exemple un test sur le leadership. Donc mettre la personne en immersion sur une équipe et puis voir comment elle pourrait se débrouiller, la projeter. Enfin voilà, c'est projectif. Les effets pervers. Donc ce que je vous disais, en entretien, on essaie de rester neutre, objectif, mais il y a quand même des freins qui vont venir, qui vont venir biaiser en fait votre recrutement. Donc, les effets à connaître et essayer évidemment d'amoindrir un maximum, ça va être l'effet miroir. Donc, l'effet miroir, tout simplement, c'est quand un client va nous ressembler. Par exemple, si imaginons que Christelle est la personne que je vois en entretien, que moi-même, j'ai fait du violon jusqu'à mes 5 ans et qu'elle en fait encore, je peux avoir l'effet miroir. Ça peut être sur une expérience, hein, évidemment. Je prends là un exemple sur de la musique. Je peux me retrouver en elle et donc dans ce cas, elle va beaucoup plus m'attirer qu'un autre candidat. Donc ça, c'est l'effet miroir. L'effet de halo. Donc ça va être vraiment quand la personne va par exemple, va avoir une compétence importante, mais qui est, on va dire, en écart par rapport au poste. Exemple, pour un comptable, si cette personne sait très bien faire des payes, imaginons, voilà, et que moi, personnellement, je trouve ça très important de savoir faire des payes, je vais pouvoir me dire, eh ben, dis donc, cette personne, elle est vraiment bien. Bon, la comptabilité, c'est moyen, mais en paye, elle est super. Donc voilà, effet de halo. L'effet de contraste, c'est lorsque l'on va rencontrer une personne qu'on a vraiment appréciée. Si ensuite on a une personne qui est un peu moins intéressante à nos yeux, donc voilà, on va la trouver encore moins. C'est l'effet de contraste entre les personnes.
L'effet d'humeur, donc là, hein, c'est dans l'intitulé, tout simplement, hein, on n'est pas toujours au top tous les jours, mais il faut essayer hein, de rester très professionnel et de mettre de côté cela. Voilà. Quand on entre dans la salle de recrutement, on laisse tout de côté, tout devant la porte, on le récupère après, mais voilà, on essaie d'être neutre jusqu'au bout. L'information négative, donc là, c'est quand il y a tout simplement un point négatif qui va ressortir et qui pour nous est très important, alors que pour le poste, ça le serait peut-être moins, mais psychologiquement, on peut être un peu buté sur cette information négative. Première entrée, premier sortie. Donc là, ça ressemble à la comptabilité, mais ce n'est pas ça. C'est tout simplement le fait que la première information est toujours plus importante que la dernière. Donc, une première information, si elle est positive ou négative, peut être plus importante et donc rester, on va dire, plus imprégnée que la dernière. Et donc ça peut toujours un peu obstruer notre visu par rapport à la candidature. Les différences, donc ça c'est voilà, hein, quoi qu'on passe, on est tous différents. C'est-à-dire que si Muriel passait un entretien avec moi, si je lui demandais de classer sur une échelle de 1 à 10, par exemple, ce qu'elle a pensé de notre entretien, donc moi, qui est plutôt positive de nature, je vais pouvoir mettre par exemple un 9, voire un 10. Muriel, donc ce n'est pas le cas en réalité, mais on va dire qu'elle est plutôt négative. Donc là, elle mettra un 7. Et donc moi-même, je le percevrai assez négativement, étant donné qu'un 7 sur 10, moi j'aurais mis 10. Mais Muriel, dans sa tête, elle se dit que 10, on ne peut pas mettre 10. 10, c'est pas possible, c'est forcément juste que 9. Donc déjà, c'est un peu biaisé par rapport au champ. Donc voilà, c'est ça les différences. Enfin, la neutralité. Donc neutralité, c'est le fait de rester neutre, qui est vraiment difficile de par notre passif, de par notre expérience, de par notre objectivité, qui reste au final subjective. Il faut essayer vraiment de s'outiller et de préparer en amont justement pour ne pas que ces effets viennent biaiser en fait vos entretiens. La sélection. Donc, le feedback d'entretien. Donc ça peut être un compte rendu tout simplement condensé de tout ce qu'on a pu échanger, se dire, retenir de la personne. Les tests, donc que ce soit des tests techniques, des tests de personnalité, de Rorschach, voilà, tous les tests que vous avez faits. Mais il va falloir analyser les critères, donc les soft skills, les hard skills et les math skills. Donc, les soft skills, tout simplement, c'est tout ce qui est autour de la compétence. Donc, ça va être, si vous voulez, plus le savoir-être de la personne. Ça peut être une compétence en tant que telle. Par exemple, à l'accueil, gérer les comportements difficiles. Chez nous, au social, la gestion des conflits. Voilà, ça va être plus tout ce qui est soft skills. Donc voilà, après être souriant, voilà, les choses comme ça. Hard skills, ça va être les compétences, donc pure et dure technique. Donc la comptabilité, la paye, le juridique, la RH. Et enfin, les math skills. Donc les math skills, ça veut dire les compétences folles. Donc, c'est les choses qui viennent s'ajouter. Donc, ça peut être, par exemple, jouer d'un instrument, voilà, des choses qui viennent à côté, mais qui viennent quand même embellir, en fait, cette personne et ce profil. Enfin, on peut utiliser donc s'outiller, avec une grille d'évaluation, ce qui permet, notamment avec les effets, d'essayer de les amoindrir. Donc, tout simplement, voilà, hein, mettre les compétences ou justement les soft skills, hard skills et math skills qu'on recherche, et puis cocher quand la personne les a. Ça nous permet ensuite d'avoir un visu global sur toutes les personnes que l'on a vues, et puis voir par exemple plus de croix, ou voilà, ça permet d'être plus clair et de rester neutre, objectif. Et là, on peut par exemple faire venir un deuxième avis, donc avec des collaborateurs. Avec une simple grille, ils ne pourront que être plus neutres et objectifs. À savoir que 91% des recruteurs considèrent que les soft skills sont des éléments les plus importants à mesurer lors du recrutement. Donc ça, c'était selon l'enquête de LinkedIn en 2020, pardon, excusez-moi. Donc aujourd'hui,
c'est vraiment ce qui est vraiment le plus important, le plus considéré par les recruteurs, au-delà des hard skills, parce qu'on s'est rendu compte, notamment avec cette nouvelle génération, que on peut former, hein, on peut toujours apporter la compétence et l'expérience, mais par contre, les soft skills, donc le savoir-être, par exemple, on ne peut généralement pas le changer chez le candidat. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas se buter dessus, parce qu'on pourra toujours améliorer les hard skills, mais pas les soft skills. Alors, le feedback. Donc, le feedback, comme je vous disais, c'est tout simplement faire un retour. Alors, pourquoi est-ce si important? Parce que, en fait, c'est clairement lié à votre marque employeur. Si une personne vient chez vous, voilà, à peine fouler la porte, on ne lui dit pas bonjour, le recruteur est hautain, et finalement, la candidature est très bien, la personne ne restera pas, ne postulera pas et va vous mettre un avis négatif. Alors, qu'est-ce que ça engendre? Tout simplement, par rapport à ces chiffres de Hello Work, 82% des candidats se renseignent avant de postuler. 59% des candidats ont déjà abandonné une candidature suite aux infos trouvées donc sur Internet. 77% des candidats ont au contraire postulé grâce à celle-ci et 83% des recruteurs se renseignent en ligne sur les candidats. Donc, vous voyez l'importance de la marque employeur, de sa présence sur les réseaux et donc du feedback, étant donné que même si la personne qui passe un entretien ne fait pas partie de l'entreprise, elle pourra mettre un avis sur cette dernière. Et 8 candidats sur 10 seraient prêts à décliner une offre à cause d'une mauvaise expérience. Donc, soigner ces retours peut vous donner une longueur d'avance face à vos concurrents. Enfin, la préparation avant l'intégration. Donc, généralement, voilà, la personne a passé les entretiens, c'est super, on veut la garder, on lui fait la promesse d'embauche et puis voilà, c'est terminé. Bon. Aujourd'hui, ça ne se passe plus comme ça. Aujourd'hui, il faut informer, communiquer, intégrer. C'est-à-dire qu'il va falloir vraiment garder le contact avec la personne vraiment du moment où on a voilà, signé les papiers. Évidemment, il y a toutes ces choses qui arrivent, donc promesse d'embauche, DPAE, contrat, registre mutuel. Mais il faut vraiment la garder jusqu'à l'intégration définitive dans l'entreprise. Alors, en astuce, je vous ai mis profiter des aides de l'État. Bon, je sais que c'est très général d'écrire ça, tout simplement parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup aujourd'hui. Je vous ai mis quelques chiffres, donc tout simplement, donc aujourd'hui, les contrats, on peut contrat aidé emploi. Par exemple, l'apprentissage, on peut avoir jusqu'à 8 000 €. Moins de 25 ans, un certain prorata par rapport à un travail, etc. Mais si vous voulez, nous, on l'a fait, donc on sait à peu près combien c'est. Donc, on arrivait à un peu plus de 6 000 €, donc en tout sur 10 mois. Ou encore pour l'aide au recrutement pour les personnes handicapées, on peut aller jusqu'à 4 000 €. Donc, il y a vraiment beaucoup d'aides qui sont mises en place aujourd'hui. Donc, tout ça, vous pouvez le retrouver évidemment sur les sites de l'État, Pôle emploi, etc. On arrive maintenant à la partie 5. Donc, après la préparation, on va dire administrative, on va avoir l'intégration, donc qui est généralement l'oublié du recrutement, mais qu'il ne faut absolument pas mettre de côté, car il n'est jamais trop tôt pour pérenniser ses équipes. Donc, pour les jeunes diplômés, l'onboarding, c'est une étape décisive pour les millennials de leur parcours professionnel. C'est leur première confrontation avec le monde de l'entreprise. Ça concrétise leurs ambitions, leur vision de votre entreprise. Et c'est vraiment une épreuve, une mise à l'épreuve de leurs acquis qui est vraiment très importante. Ne jamais perdre le contact entre la promesse et l'embauche. Il ne faut surtout pas oublier que la personne, avant qu'elle arrive chez nous, même si elle a signé une promesse d'embauche, elle peut toujours se désister. Donc, c'est vraiment très important de garder le contact. Un salarié sur 5 quitte son entreprise au bout d'un mois selon Colloque et 78% des candidats sont impactés en tant que consommateurs par leur expérience candidat. Donc, c'est vraiment très important. Au niveau de l'intégration, il y a encore beaucoup de choses à dire. On n'aura pas le temps aujourd'hui. Donc, ce qu'on a pu vous faire, c'est un petit cadeau.
que Christelle aura mis en ligne et de toute façon, n'hésitez pas à nous contacter, on pourra toujours vous l'envoyer. Donc, un kit d'onboarding, tout simplement avec les rappels, les astuces, les pratiques, les tendances, également un planning du jour J en exemple, ou encore une trame de bilan d'étonnement à réaliser pour avoir un bon feedback justement sur l'intégré. La partie 6, donc les pratiques qui freinent votre recrutement aujourd'hui. Donc, hormis les effets pervers, effets qu'on a vus tout à l'heure lors de l'entretien d'embauche, donc je vous rappelle l'effet de halo, l'effet de miroir, la neutralité, les choses comme ça. Donc, les freins qu'on peut avoir aujourd'hui, tout simplement, ça va être le manque de temps pour consacrer voilà, au cœur de métier et ne pas réussir à faire un bon recrutement. Le manque de digitalisation, donc ne pas passer par exemple par les job boards ou par les réseaux sociaux professionnels. Le manque de marque employeur, donc de présence sur les réseaux et également de communication en interne. Le manque de sens, d'engagement de l'entreprise, donc que ce soit par rapport aux tâches, aux postes ou à la société elle-même. Et enfin, le manque de méthode, parce que voilà, il y a 10 étapes. Évidemment, pour les personnes qui ne connaissent pas, ça peut être très résumé, très rapidement résumé avec 2 étapes, par exemple. Voilà. Et donc, les freins, on va dire, externes. Donc là, c'est par rapport à Centre Info, cette infographie. Donc, ça va être l'inadéquation du profil des candidats à 60%, un manque de candidature à 60% également. Et ensuite, un peu moindre, on va retrouver les caractéristiques de postes proposés, la concurrence de la part des autres entreprises, le déficit d'image de l'entreprise. Donc là, on revient encore une fois à la marque employeur ou encore les difficultés qui sont propres à l'établissement. Donc, pourquoi un candidat ne postule pas ou refuse votre offre en 2021? Donc là, je vous ai mis les choses qui sont, on va dire, très généralisées. Évidemment, il peut y en avoir d'autres. Donc, le candidat n'est pas satisfait des compensations financières et matérielles offertes à son poste, d'où l'importance de la fiche de poste pour vraiment pouvoir outiller, aménager le poste et pouvoir le faciliter pour la personne qui va le prendre. Le candidat se rend compte que le poste n'est pas fait pour lui. Bon, ça, malheureusement, ce n'est pas de votre fait, mais en entretien, on peut vite se rendre compte si la personne va être débordée, si la personne connaît le poste. Donc ça peut être quand même évité. Le candidat pense digitalisation, mais pas vous. Bon, là, encore une fois, la digitalisation revient sur le tapis. Le candidat trouve votre processus de recrutement trop long. Donc ça, c'est si par exemple, ça arrive assez fréquemment, vous lui faites 3 entretiens sur 6 mois, bon, c'est clair qu'aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les personnes trouvent du travail en 1 semaine, voire moins. Donc là, il faut essayer quand même d'être en phase avec le marché et la concurrence. Le candidat est trop loin du lieu de travail. Ça, encore une fois, ce n'est pas vraiment de votre fait. Le candidat ne trouve pas l'équilibre entre le travail et sa vie privée. Donc ça, c'est par rapport à ce que je vous disais, par rapport à la génération millennials qui vont rechercher vraiment un équilibre entre la sphère privée et la sphère professionnelle. Le candidat a une mauvaise impression de votre personne ou de l'entreprise. Donc là, on reparle de ghosting candidat, donc c'est-à-dire de ne pas leur répondre, des mauvais avis sur les moteurs de recherche, un employé qu'il connaît qui n'est pas satisfait en interne. Donc tout ça, ça va être regroupé à la marque employeur. Donc il faut vraiment développer et inclure dans votre processus de recrutement. La partie 7, donc avec les coûts cachés. Donc, quel coût ça engendre? Parce que depuis avant, je peux vous parler du fait de bien procéder à certaines étapes, de mettre en place des choses, mais pourquoi? Alors, tout d'abord, pour la perte de temps, évidemment, votre temps à vous de recherche ou la personne que vous avez fait travailler dessus. On va avoir, donc là, c'est selon colloque, entre 30 000 à plus de 150 000 selon le profil d'euros de perte. Donc ça prend l'ensemble en compte, évidemment. Les frustrations sociales, donc ça va être les collègues qui reprennent la surcharge de travail, qui vont former à tour de bras chaque personne qui revient, qui repart. Un cadre sur 3 démissionne à cause d'une mauvaise intégration. Donc ça, c'est aussi un coût très important. 45% de démissions la première année. 80% des nouvelles recrues prennent la décision de rester au cours des 6 premiers mois.
Donc, l'importance de réaliser un parcours réel d'intégration. Enfin, un processus d'onboarding complet, environ 58% de chances de plus de rester. Donc, ce qui vous montre vraiment l'importance de faire des process de recrutement et d'intégration. Donc, les éléments qui sont pris en compte pour le coût, donc ça va être la perte de business, étant donné que voilà, si la personne part, on va avoir déjà un moment où le poste sera vacant, ou alors si la personne n'est pas sur le bon poste, qu'il ne connaît pas, former les nouvelles recrues. Donc ça, c'est le coût par rapport à un poste de coloc. La perte de confiance en interne vis-à-vis du service RH ou du dirigeant si c'est lui qui s'occupe du recrutement. Potentiellement la mauvaise image donnée aux clients et aux fournisseurs, la perte de motivation de l'équipe, le coût de maintien en poste ou encore le coût de licenciement, bénéfice de départ si la personne doit s'en aller ou si finalement on se rend compte qu'elle ne convient pas au poste et qu'on attend trop. Évidemment, plus on attend, plus les frais vont augmenter. On arrive à donc notre partie externalisée pour mieux recruter. Donc, pour sécuriser un maximum votre process de recrutement, externaliser peut être une solution. Donc, externaliser une étape ou l'entièreté du process. Ça, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer. Donc, tout simplement, donc, pour la perte de temps que vous pourriez consacrer à votre cœur de métier, l'argent perdu en cas d'échec, donc voilà, comme on parlait auparavant, donc les frais liés au licenciement, l'embauche, le salaire lié à la perte de temps de formation, les formations en elles-mêmes, ou encore le coût d'un onboarding raté, jusqu'à 7 000 € une intégration ratée, et entre 100 à 300% du salaire. Le plus de l'externalisation, donc pour l'expertise apportée, qui est apportée par des experts, la rapidité et le temps gagné. Par exemple, je suppose que pour quelqu'un qui n'est pas vraiment du recrutement, le temps de découvrir les job boards, de comprendre leur utilisation, je pense que ça peut mettre quelques mois. Alors que si vous confiez ça à une personne dans le recrutement, par exemple, moi personnellement, pour l'envoi d'une shortlist, donc de premier profil intéressant, je mets généralement 2 semaines pour vous donner une première idée. Alors, selon l'APEC, 66% des entreprises anticipent des difficultés de recrutement en 2021, d'où l'importance quand même de réfléchir à l'externalisation. Ici, donc selon Elevo, vous avez la courbe en fait du retour of investment, donc retour d'investissement sur l'intégration d'une personne. Donc, vous voyez l'arrivée de l'entreprise, l'onboarding, la prise en main du poste, l'expertise, le leadership et l'innovation. Donc, vous voyez en fait qu'on passe d'un investissement à un retour sur investissement à partir du moment où il prend le poste en main et l'expertise. C'est-à-dire que, on va mettre entre 6 à 8 mois pour être vraiment actif sur son poste. Et on peut avoir un ROI jusqu'à moins 300% avec une perte de 3,2% de la masse salariale au total sur l'année si l'intégration est ratée. On arrive à la partie 9, donc les tendances 2021. Je vous ai mis des exemples originaux de recrutement, donc je ne vais pas tous les faire. De toute façon, c'est écrit. Vous pourrez revoir ce webinaire en replay. Donc, vous pourrez avoir toutes ces informations. Donc, on a des entretiens digitaux, par exemple, via Instagram, via TikTok ou encore Snapchat. On a de la gamification, par exemple, le cabinet luxembourgeois Loyans LOF ont invité des étudiants donc à faire une partie de laser game avec les recruteurs. On a WISBY également qui organise les sessions WISBY Cube qui vont rassembler des candidats avec des profils. Ils vont devoir créer par exemple un blog, un site internet en une soirée. Voilà. On a aussi les jobs à la criée, donc ça c'est assez amusant. Donc Michel et Augustin dans les métros parisiens, donc qui vont crier, voilà, qui recherchent des personnes. Donc ça c'est assez amusant. Et on a également Heineken qui nous a fait, donc la vidéo est disponible sur YouTube si ça vous intéresse. Donc là où en fait pendant l'entretien de recrutement, pour mettre donc en exerce les soft skills, le recruteur simule en fait un arrêt cardiaque
Et donc, comme ça, ils peuvent voir en fait les types de candidats, comment ils ont réagi, ce qu'ils ont fait, ou alors également avec une personne qui voulait sauter du toit. Donc, les pompiers sont arrivés, ils avaient donc le lit, pardon, la toile pour récupérer la personne qui allait sauter. Il manquait une personne, donc on y crie dans l'assemblée, et un candidat sur tous ceux qu'ils ont rencontrés s'est empressé d'aller aider les pompiers et il a été recruté. Donc c'est assez drôle quand même de voir cette vidéo. Mais voilà, vous avez vraiment beaucoup de choses aujourd'hui qui sont faites, notamment avec la digitalisation pour rendre les process de recrutement originaux et puis très inhabituels. Donc, ça peut être très amusant pour nous, peut-être moins pour les candidats, mais voilà, c'est assez marrant. On a aussi des annonces qui peuvent être hyper attractives, donc un peu décalées si vous voulez, comme là, par exemple, en me demandant un architecte Java fun et dingue. Donc, on voit voilà, tout ce qui apparaît par la suite et du même genre. Donc, voilà, un petit peu personnaliser les annonces, ça peut être marrant. Donc les fameuses questions, donc que les recruteurs sont les seuls à poser et à comprendre. Donc on peut avoir la fameuse question qui est dans le mixeur, par exemple, ça on l'a beaucoup entendu, ou alors quand le vent souffle, est-ce qu'un vol aller-retour en avion prend plus de temps, moins de temps ou le même temps? Voilà. Donc toutes ces questions-là sont très farfelues, mais tout simplement, donc, à part là, on va dire celle de Google où il y a de la programmation derrière, et donc là, on va tester quand même les hard skills. Ça va être vraiment basé sur les soft skills et puis voir comment on va tester cette spontanéité en fait candidat. On va pas attendre une réponse claire et précise. On veut voir simplement si le candidat répond, si tout simplement il nous répond je ne sais pas, et là on se dit bon, voilà, il n'a pas tenté. Donc c'est vraiment pour voir la spontanéité et puis c'est intéressant de temps en temps de voir les réponses des candidats. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça. Donc, pour conclure, un bon recrutement et booster vos retours sur investissement en pérennisant vos équipes, il va falloir réaliser une réelle campagne de recrutement, se renseigner et respecter la loi, donc comme on l'a vu avec la non-discrimination, la RGPD, pratiquer l'inbounding recruiting, donc c'est-à-dire intégrer à son site internet en interne ses annonces, prendre le temps, donc ça c'est compliqué. Si vous ne l'avez pas, il vaut mieux sécuriser et externaliser, c'est encore la meilleure solution pour le temps et l'argent. Ne pas se focaliser uniquement sur le savoir-faire, également prendre en compte, comme on a vu, les soft skills et les math skills, celles qui viennent s'ajouter en complément. Limiter les risques en se faisant accompagner, donc évidemment. Ne pas négliger l'expérience collaborateur et candidat. Donc dès qu'ils foulent le sol, dès qu'ils arrivent sur le tapis de l'entrée, il faut les prendre en compte et il faut voilà, être transparent jusqu'au bout. Donc que ce soit l'intégration, la formation en mobilité interne, communiquer un maximum et puis miser aujourd'hui beaucoup sur votre marque employeur, donc la communication interne externe de votre culture d'entreprise, cooptation réseau, vendre le poste, retour candidat et également la santé et sécurité des salariés. Donc, je vous fais un petit point là-dessus, un petit clin d'œil à ma collègue Muriel qui nous fera donc son prochain webinaire la semaine prochaine sur ce thème. Qui est évidemment à prendre en compte sur son recrutement, mais sur l'ensemble de votre gestion des ressources humaines, car évidemment, si un candidat ne se sent pas en sécurité lors de l'entretien, je doute qu'il ait envie de rester chez vous. Hein. Donc voilà, vous pouvez tout de même l'intégrer. Par exemple, si vous faites des semaines de qualité de vie au travail qui peut entrer dans la santé, avec la gestion des troubles musculo-squelettiques, avec la gestion des risques psychosociaux en entreprise. Voilà, c'est des choses qui feront la différence et qui peuvent être mis en avant, par exemple, dans vos annonces. Voilà. Donc, pour l'offre de lancement de notre service ressources humaines, donc on vous invite évidemment à participer à tous nos webinaires qui vont arriver donc, tous les mardis ce mois-ci, mois de mai RH Solo Gest, à 13h.
Et donc, au besoin, vous pourrez bénéficier d'un entretien téléphonique gratuit via donc, notre service RH, donc Muriel ou moi-même. Et donc, vous allez aujourd'hui recevoir, pour les personnes qui se sont inscrites, notre kit d'onboarding gratuitement qui va vous aider dans votre processus futur. Voilà. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Muriel, normalement, voilà, nous a rejoints. Et puis, on va voir ensemble si vous avez des questions, pouvoir y répondre. Alors, Christelle, est-ce que tu as eu des questions? Alors, on en a eu quelques-unes. Je vais les dire du coup. Donc, je vous laisserai y répondre. Je ne vais pas y répondre moi parce que je n'ai pas du tout les compétences pour le faire, qu'on soit clair. Du coup, si on passe par vous, comment ça se passe? Donc, si c'est Sologest qui s'occupe du recrutement, j'imagine. Donc oui, la question c'est si Sologest s'occupe du recrutement, comment ça se passe? Et je pense que on peut peut-être aussi développer sur pourquoi nous plutôt qu'un cabinet de recrutement. D'accord. Je propose de commencer. Muriel, si tu as des choses peut-être à ajouter par la suite, n'hésite pas. Ok, ça marche. Alors chez nous, comment ça se passe? Tout simplement, lorsque vous avez ou aurez un besoin, donc vous échangez avec Muriel ou moi-même sur ce besoin. Nous, on met en place donc toutes ces étapes qu'on a pu voir là durant ce webinaire. Donc on voit avec vous, on valide la fiche de poste, on valide les caractéristiques. Une fois que c'est fait, que c'est validé de votre part, nous, on entre en scène et là, voilà, vous êtes en roue libre, vous vous occupez de ce que vous voulez. Nous, on s'occupe du recrutement. Voilà, et donc d'ici, enfin, en général, sous 2 semaines, vous avez un retour en fait avec une shortlist de collaborateurs qui vont coller évidemment au profil que vous recherchez. Et puis de là, vous pouvez passer les entretiens, on peut vous aider à les passer, que ce soit pour les tests ou autres, vous accompagner. Et puis ensuite, on attend votre retour et on peut également vous accompagner sur l'intégration, donc avec un suivi sur un certain nombre de mois. Et puis après, tout ce qui est administratif peut être fait également par notre service social paye. Voilà. Pour notre distinction avec un cabinet de recrutement, donc tout comme eux, déjà, on a les experts qui sont là, donc qui ont l'habitude de travailler sur les outils, que ce soit en digital ou pour les entretiens ou autres. Vous avez, vous, de votre côté, le temps. Et le petit plus que nous, on a par rapport à un cabinet, ça va être que, en tant que cabinet de conseil, on a déjà généralement votre dossier, on a vos informations et donc on peut en amont avoir différentes en fait, informations qui vont nous permettre de recruter la bonne personne pour vous. Voilà, je ne sais pas Muriel, tu as peut-être quelque chose à rajouter? Alors peut-être par rapport à se faire accompagner sur un recrutement en externe, c'est vous avez vos cœurs de métier, vos compétences, c'est vous faire gagner du temps et puis tout en vous laissant à la manœuvre pour le choix final, c'est-à-dire qu'on va présélectionner en fonction de votre besoin, bien ciblé parce on va vraiment analyser le besoin avec vous et vous apporter une shortlist. Du coup, voilà, après les derniers entretiens, vous les menez et vous validez pour voir si la personne, les candidats de la shortlist vont pouvoir fonctionner de la bonne façon avec l'équipe. Voilà. Donc, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on est un seul interlocuteur. C'est quand même aussi un plus que de passer par un cabinet comptable, un cabinet de paye, un cabinet juridique, un cabinet de recrutement. Voilà. Là, on multiplie un peu tous les canaux, alors que là, vous pouvez avoir toutes ces prestations en une. Voilà. Oui, c'est vrai que chez Sologest, on a l'avantage quand même d'avoir plusieurs services qui s'occupent de plusieurs facettes que vous pouvez rencontrer en entreprise. Le fait de passer par nous, ça évite de, comme disait Lisa, de multiplier les correspondants et du coup de se perdre, de plus savoir où on en est et puis de prendre du temps pour faire certaines tâches qui finalement sont assez rapides généralement. Donc comme disait Lisa, au bout de 2 semaines, elle peut déjà vous avoir trouvé une shortlist avec des candidats qui sont présélectionnés pour vous. Donc après, vous avez juste à faire votre choix avec les conseils de Lisa si vous les voulez. Je vais passer à une dernière question parce que ça fait déjà 1h20 qu'on est sur ce webinaire, ça fait assez longtemps. Du coup, la dernière question, c'est comment savoir si quelqu'un est bien intégré? C'est vrai que c'est une question plutôt intéressante parce qu'on ne sait jamais vraiment si quelqu'un est intégré finalement. D'accord.
Déjà, l'objectif premier, ça va être vraiment la bonne personne sur le bon poste. Ça, c'est vraiment l'objectif que tout recruteur rêve, on va dire. En fait, savoir vraiment si la personne est intégrée, tout simplement, il va falloir aller vers elle. Il va falloir avoir beaucoup de feedback, de communication, ne pas hésiter à multiplier les bilans, les points avec cette personne et le N+1 et collègues pour récolter en fait à chaud, à froid, toutes ces informations. Et vous pouvez en fait retrouver tout ça dans notre kit onboarding SoloGest qui est un petit peu plus détaillé sur ce sujet. Super. Donc du coup, on va bientôt finir ce webinaire. Juste avant de le finir, j'aurais une ou deux questions à vous poser. Comme on a fait tout à l'heure en sondage, je vais vous les faire apparaître. C'est est-ce que ce webinaire a pu répondre à vos interrogations? Donc, je vais vous laisser un peu de temps pour répondre. Si vous regardez ce webinaire en replay, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, votre réponse. Donc, oui, non. Donc voilà, je le ferme. Et j'en ai une autre du coup. Je vais vous poser la dernière question. C'est est-ce que vous recommanderiez ce webinaire à d'autres personnes? Donc, s'il a pu répondre à vos questions, est-ce que vous pensez que ce webinaire pourrait répondre aussi aux questions d'autres personnes ou pas? Donc, comme pour la question précédente, n'hésitez pas à répondre en commentaire pour nous dire si vous seriez potentiellement une personne qui recommanderait ce webinaire à d'autres personnes. Super. Merci pour vos réponses. Je vois qu'elles ont été toutes positives. Du coup, on va finir ce webinaire. Je vous rappelle juste avant que vous aurez du coup le replay qui sera envoyé dans l'email de suivi du webinaire. Si vous n'avez pas reçu le document pendant le webinaire, du coup le kit d'intégration, vous le recevrez sûrement dans le mail. Il ne faut pas vous inquiéter. Au cas où, vous pourrez nous renvoyer un mail, on vous le renverra avec plaisir. Je peux vous rappeler aussi qu'on a 3 autres webinaires pour notre parcours RH. Donc, le prochain, la semaine prochaine, ce sera toujours les mardis. Donc, mardi prochain, on aura garantir la sécurité et la santé de vos salariés. La semaine d'après, on aura faire le point et remobiliser la motivation de vos salariés. Et pour finir, on aura entretenir et développer les compétences de vos salariés, un levier de performance pour votre entreprise. Donc voilà, les filles, je vous laisse finir. Et puis, pour ma part, je vous remercie encore. Et puis, au revoir et à bientôt, à la semaine prochaine, du coup. Merci, à bientôt, à la semaine prochaine. Alors, on compte sur vous. Voilà, à la semaine prochaine.